Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à la télévision nationale et bienvenue dans Une heure pour convaincre. Depuis plus d'une décennie maintenant, le niveau des élèves et des étudiants des institutions d'enseignement supérieur de notre pays, le niveau, je dis bien, baisse. Manque d'enseignants dans certaines zones, des enseignants recrutés mais non formés dans certaines zones encore, ou des enseignants formés non déployés dans d'autres zones du pays, manque de salles de classe et pléthore dans certaines salles, dans certaines régions du pays. Voilà un peu le tableau sombre du système éducatif guinéen ces dernières années. Et c'est dans ce contexte que les écoles privées font parler d'elles aussi bien qu'en mal. Certaines écoles privées aident l'État évidemment à corriger cette situation de pléthore dans les salles, mais certaines écoles sont dénoncées pour leur laxisme dans la formation des élèves. Comment donc expliquer cette situation? Quelle est la part de l'État guinéen dans cette baisse des niveaux? Quelle est la part de l'école en tant qu'institution? Quelle est la part des parents d'élèves? Bref, quelle est la part de chaque Guinéen dans cette situation? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous avons invité pour vous, chers téléspectateurs, M. Jean-Paul Sedi. Il est le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Mbouno. Bonsoir, M. Silla. Avec moi sur ce plateau pour aborder cette thématique importante de la baisse du niveau des élèves guinéens. Avec moi sur le plateau, Daouda Tabansila, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à David Yombouno, bonsoir à ceux qui nous regardent à travers cette émission et sur toutes les plateformes de la RTG. Bonsoir, Monsieur le ministre. Merci d'accepter notre invitation. Bonsoir. Nous reviendrons aussi sur l'organisation des examens nationaux session 2024. Encore une fois avec nous sur ce plateau, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Alors, Monsieur le ministre, vous avez entendu ce tableau que nous avons présenté du système éducatif guinéen depuis maintenant plus d'une décennie. Cette situation continue. Chaque année, on parle de la baisse du niveau des élèves. Votre réaction d'abord par rapport à ce tableau sombre-là? Bon, d'emblée, je voudrais vous remercier déjà de me permettre d'essayer de convaincre. Oui. J'espère pouvoir convaincre, Oui, mais si je ne réussis pas à convaincre, j'aurais souhaité quand même que, surtout mes collègues enseignants, que nous adhérions à ce travail qui va être fait. Ok. Alors, je ne vais pas aller avec vous sur la vision très macabre et même sinistre du système éducatif guinéen. Je vais essayer de montrer ce en quoi cela peut changer et donner un peu d'espoir et aux élèves, aux familles et puis à nous tous. Puisque le seul objectif que peut avoir un ministère de l'enseignement, c'est de qualifier cet enseignement. Ceci étant dit, tout le monde aujourd'hui, même les profanes dans le système, tout le monde dit le niveau baisse. Il baisse en Guinée, mais il baisse aussi un peu partout. C'est un constat qui est lié un peu, je crois, à la nouvelle vision que le dispositif général dans ce monde est à la baisse aux investissements dans les domaines de l'éducation. Les quelques pays qui ont été vigilants et qui ont été avant-gardistes et qui ont investi massivement dans l'éducation prouvent aujourd'hui que c'était ça la bonne démarche. Les autres qui traînent encore avec des taux d'investissement de 12, 13, 14, 15% par rapport au budget national rencontrent cette difficulté et cette baisse de niveau dans le système éducatif. Oui, mais il faut dire en Guinée, depuis le 5 septembre, avec l'avènement du CNRD, l'investissement dans le système éducatif aussi a connu une augmentation sensible, fut-elle? Il y a d'abord une meilleure volonté. Une meilleure volonté de s'occuper de la jeunesse. Globalement parlant, pas uniquement des élèves, mais la jeunesse dans son entièreté. Tout le monde constate l'effort qui a été fait par le gouvernement du général Mamadi Doumbouya pour améliorer et même pour responsabiliser la jeunesse à se prendre en charge et à prendre vraiment les destinées de ce pays en main. C'est une très bonne chose. Et je crois que le but aujourd'hui, c'est de nous battre pour qualifier de plus en plus cette jeunesse pour atteindre les objectifs que le CNRD et son président se sont fixés. Maintenant, en termes d'infrastructures, il y a eu d'énormes investissements qui continuent, mais ces investissements sont surtout en qualité. C'est-à-dire que les infrastructures scolaires que nous mettons en place actuellement sont réfléchies dans leur globalité. C'est-à-dire infrastructure, plus équipement, plus formation des maîtres,
C'est un paquet général qui est fait pour installer dans un certain nombre de chefs-lieux des écoles dignes de ce nom et qui pourront, nous l'espérons, recevoir très vite des jeunes Guinéens. Oui, mais on a vu depuis un bon moment en Guinée aussi, on parle de formation, mais le constat révèle que la plupart des enseignants qui ont été recrutés ces dernières années, en tout cas, je rappelle que c'est d'une situation que vous avez héritée, la plupart des enseignants qui ont été recrutés n'ont pas été formés. Ceux qui ont été formés, le plus souvent, on les retrouve dans la capitale Conakry. Comment expliquez-vous cette situation, monsieur le ministre? En fait, la formation des enseignants ou la non-formation des enseignants, ce n'est pas il y a 2 ans. Il y a très longtemps que nous ne formons plus d'enseignants ou que les enseignants qui sont formés ne sont pas utilisés immédiatement dans le système éducatif. Donc la question de la formation, elle reste d'actualité. Aujourd'hui, ce que nous reviendrons, j'imagine, là-dessus, sur la question des contractuels, parce que c'est celle-là que vous brodez en dessous. On va y revenir. On y reviendra. Mais déjà, aujourd'hui, ce qui est fait, le gros travail qui est fait c'est pas aujourd'hui, depuis le 5 septembre, c'est quand même un gros travail de restructuration, un gros travail de formation continue des enseignants, un gros travail d'impulsion de nouvelles dynamiques dans le système éducatif. Au gros travail, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire, vous constaterez par exemple qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour les examens nationaux. Il faut le reconnaître, c'est beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il faut reconnaître également que sur le plan de la formation continue des enseignants, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il faut reconnaître que pour aujourd'hui, nous mettons en place le préscolaire. Il y a quand même des classes que l'on appelle des classes de pré-primaire qui sont mises en place. Qu'on appelle collectivement la maternelle. Bon, c'est pratiquement, c'est pas vraiment une maternelle, mais c'est un pré-primaire, c'est-à-dire que nous essayons de prendre des enfants qui ont un certain âge, qui ont 4 ans, 5 ans, parfois 6 ans, mais qui n'ont pas été scolarisés, et de travailler avec eux pour qu'ils puissent rejoindre très rapidement une scolarité normale au primaire. Donc ces écoles ont été, ces salles de classe ont été construites, les animateurs ont été formés et ils sont aujourd'hui prêts à servir dès la rentrée prochaine. Donc ça, c'est aussi un gros travail qui a été fait. Il y a eu également le redéploiement des enseignants à travers les différentes DCE, DPE du pays. C'est aussi un gros travail. Vous savez ce que cela implique comme effort de pouvoir redéployer des gens qui étaient installés à Conakry dans les bureaux et qui désormais doivent aller soit en classe ou à l'intérieur du pays. Et ça a été fait quand même. Justement, parlant de formation, monsieur le ministre, je ne sais pas si cette année encore cette série a été planifiée au niveau de l'enseignement préuniversitaire, parce que l'année dernière, je me souviens, moi-même j'ai couvert des activités de formation initiées par le ministère, mais appuyées par Plan Guinée pour que les maîtres formateurs soient préparés bien avant l'ouverture. Je ne sais pas cette année si votre département y a pensé, pour que déjà à l'ouverture, que ces enseignants soient retrouvés dans les salles de classe prêts à servir ces apprenants voilà, qui sont inscrits dans ces différentes écoles de notre pays. Vous savez, ça, on n'a pas à y penser, c'est le process normal d'une rentrée scolaire, hein, de donner les outils aux nouveaux qui arrivent dans le système, de les imprégner de la situation pour qu'ils puissent être efficaces en classe. N'oubliez pas qu'au-delà des contractuels dont nous allons parler tout à l'heure, il y a quand même 2000 enseignants recrutés pour le secondaire. Vous parlez de formation, ceux-là non plus n'ont pas reçu de formation enseignante. Ils sont des différentes facultés de l'université, mais ils ne sont pas formés pour être enseignants. Il ne faut pas l'oublier, l'enseignement c'est un métier. On l'apprend et on pratique cet enseignement. Donc il va y avoir évidemment des formations pour l'accueil de ces nouveaux fonctionnaires où ils apprendront les ficelles du métier. Alors qu'en est-il de la situation des ENI? Parce que nous avons quand même voilà, souvenance que ces écoles nationales d'instituteurs ont toujours formé des enseignants qui sont capables désormais de servir aussi voilà, dans les différentes salles de classe. C'est comment aujourd'hui voilà, la situation des ENI? Est-ce qu'elles fonctionnent? Voilà. Est-ce qu'elles sont opérationnelles? D'un an, on était venu à 6 mois pour une formation rapide, mais on ne sait plus qu'est-ce que ces écoles sont devenues, monsieur le ministre. Les ENI existent toujours, elles sont sous la tutelle du ministère de l'Enseignement technique. Mais il faut reconnaître que nous avons de moins en moins de candidats à aller vers les écoles, les ENI, et vers même l'ISEG, qui est l'Institut supérieur. Pourquoi? Parce que le débouché à la sortie de ces instituts n'est pas
assurer. Justement. Ce qui est, les engagements. Voilà, ce qui n'est pas très malin de notre part. Donc une des missions que nous nous donnons, nous, justement, c'est de revenir à cette pratique normale. Et peut-être que cela fera un appel d'air pour les gens qui souhaitent faire une carrière dans l'enseignement, d'entrer pour cette formation et de sortir avec à la clé une situation administrative à peu près établie. Mais évidemment que si nous faisons cet effort-là, il faudra que l'effort de recrutement aussi soit fait et que ce soit pratiquement les meilleurs, que ce soit sur concours, que ce soit aussi s'assurer de la vocation des enseignants pour aller vers là. Ce qui est valable pour l'ENI est aussi valable pour l'ISEG. Et absolument. Voilà, parce qu'à l'ISEG, on a l'impression quand même que tous les étudiants sortants sont habilités quand même à aller donner les cours à des niveaux différents. Voilà que nous avons le primaire, le collège et le lycée. Non, pas le primaire, enfin on sort de l'ISEG pour le secondaire. Donc le collège, lycée, et on sort des ENI pour le primaire. D'accord. Mais vous savez, tout est une question de motivation. Généralement aujourd'hui à l'ISEG et à l'ENI, on reçoit très peu d'élèves motivés. D'accord. Ceux qui y viennent ne sont pas très motivés, surtout qu'ils ne sont pas assurés à être engagés et pour faire le métier pour lequel ils sont là-bas. Donc, alors très vite, ils quittent ce chemin et vont faire autre chose. Bon, l'objectif pour nous, c'est de rendre justement ce métier attractif. C'est là toute la difficulté technique que nous allons avoir. Comment faire pour que les jeunes aujourd'hui étudiants, les meilleurs, nous le souhaitons, aillent vers ces métiers de formation. Soient intéressés par la formation. Ça, c'est le gros challenge que nous avons. Nous sommes en train d'y réfléchir. C'est vrai que l'issue fonction publique est un atout, mais pas que. Il faut que la fonction enseignante, il faut qu'on la valorise, il faut qu'elle soit moins contraignante aussi pour les enseignants, il faut qu'elle soit reconnue. Bon, voilà, il y a tout ce travail à faire. Alors David, si tu me permets, parce que monsieur le ministre déjà parle de fonction publique, alors cette actualité qui s'impose. Alors, monsieur le ministre, 10 000 enseignants contractuels, la dernière fois, la communication nous faisait quand même croire qu'il n'y a plus d'enseignants contractuels à date dans notre pays. Voilà, une revendication récurrente que vous avez fait taire dans ce département, dans ce secteur de l'éducation. Qu'est-ce qui a prévalu un peu cette prouesse au niveau de votre département? C'est la volonté de tous les acteurs. D'abord les contractuels, que je remercie pour la bonne écoute qu'ils ont eue. Les 4 départements concernés par ces recrutements, à savoir le ministère du Budget qui donne les ressources, le ministère du Travail qui recrute, donc c'est le rôle, le ministère de l'administration du territoire qui gère, il faut le savoir, les écoles primaires aujourd'hui dans notre pays. À la base, c'est le ministère de l'administration du territoire qui gère les écoles primaires. Et bien sûr, le ministère de l'enseignement préuniversitaire qui utilise qui est bénéficiaire des enseignants qui ont été recrutés et même des classes que le MATD met à notre disposition. Justement. Donc c'est d'abord cette volonté de tous d'arriver à un résultat. Il faut rappeler, c'est depuis 2018 que cette situation perdure. Oui. Depuis 2018, nous sommes là-dessus, nous avançons, nous freinons. Donc c'est le résultat d'un travail constant pour aller vers une solution. Et ça, il faut que les gens, surtout les enseignants, en aient bien conscience. Recruter 10 000 personnes à la fois. Pour une seule année. Pour une seule année et par un État, c'est une prouesse. Ouais. C'est plus une expression de volonté, d'intérêt pour la fonction enseignante que de moyens. On aurait souhaité recruter tous ceux qui avaient comme contractuels dans les campagnes. Mais il y a aussi la question financière qu'il faut poser. L'État s'engage à payer un salaire à ces personnes, et ce pendant 35 ans. Ouais. Donc c'est un gros challenge que l'État a encaissé, et je crois qu'il faut féliciter le gouvernement guinéen pour ce courage. Oui. Pour ce courage. Alors, il le fallait quand même, hein, monsieur le ministre. Oui, le besoin est là. Maintenant, pour revenir un peu à la formation, une fois qu'ils sont recrutés, certainement, il y en a qui étaient déjà dans la pratique du métier, ils ont été évalués en classe, on les a vus, mais ils ont besoin d'une formation supplémentaire. Alors, certains inspecteurs que j'ai rencontrés dans certaines écoles m'ont dit que le problème de formation se pose souvent parce que les inspections, en général, se font à Conakry, à l'intérieur du pays. Quand on va, on se limite soit dans les régions ou dans les préfectures. Or, vous le savez bien, monsieur le ministre, il y a des collèges
collèges, par exemple, dans les sous-préfectures, il y a des lycées dans les sous-préfectures, et les enseignants en situation de classe dans ces zones-là, souvent ne sont pas inspectés. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les inspecter, pour savoir ce qu'ils font, comment ils font et relever le niveau? Bon, d'abord, entendons-nous bien, tous ceux qui sont recrutés comme contractuels sont des actifs dans le métier d'enseignant. D'accord. Ils étaient déjà là. Oui, ils étaient tous là, parfois certains depuis 5 ans, 4 ans, ainsi de suite. Donc c'est quand même des gens qui sont dans les classes. Maintenant, c'est vrai qu'il leur manque, et académiquement et professionnellement, on peut encore améliorer, c'est ce qu'on va faire. Il y aura un process de suivi de ces enseignants. Mais il faut déjà qu'on comprenne bien que l'inspection, ce n'est pas uniquement du rôle du ministère ici. Dans les écoles, les chefs d'établissement doivent être outillés pour faire ce qu'on appelle un encadrement rapproché. C'est que même s'il n'y a pas cette inspection au niveau central qui vient voir les enseignants, parce que nous manquons d'inspecteurs qualifiés, pour votre information, on vient de commencer une formation de 2 ans pour 70 inspecteurs qui vont être formés à l'ISEG. Pour le primaire et pour le secondaire. Ce manque d'inspecteurs fait que nous ne pouvons, c'est vrai que nous ne réussissons pas à inspecter systématiquement tous les enseignants. Mais normalement, dans chaque école où il y a un directeur, le directeur est outillé pour faire ce qu'on appelle un encadrement rapproché. Et c'est à cela que on va veiller. Aujourd'hui, par exemple, on va se battre pour que toute personne qui exercerait les fonctions de chef d'établissement soit outillée, soit d'abord un enseignant, et soit outillé pour faire ce travail d'encadrement au départ, à la base. Alors, Monsieur le ministre, l'autre constat, quand on regarde le système éducatif et par rapport à cette baisse des niveaux, il y a que dans certaines préfectures ou dans certaines régions, il y a des zones qui n'ont pas d'école, où il y a des écoles où il n'y a pas d'enseignants. Comment vous comptez remédier à cette situation? Vous avez parlé tout à l'heure que les écoles qui ont été construites l'ont été sur la base de la qualité, sous-entendu, pas suffisamment en quantité, c'est ça? Non, on cherche la quantité avec la qualité. Mais la qualité dont je parle, c'est l'anticipation sur le besoin. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand nous construisons les écoles, nous les construisons sur le capital d'enseignants déjà existant et sur la qualification que les enseignants ont déjà. Aujourd'hui, nous voulons mettre en place des écoles mieux équipées, où la digitalisation ou l'outil numérique est pris en compte, où les laboratoires vont être présents. Et pour cela, nous avons besoin, en même temps que l'on construit les écoles, de former les enseignants à ce type d'écoles qui ne sont pas usuelles chez nous. Donc c'est cela Maintenant, pour ce qui est des ratios, je ne vais pas dire que toute la Guinée est couverte en termes d'écoles et que tous les enfants de Guinée vont à l'école, mais c'est l'objectif. C'est un but, on se bat pour cela. De la même manière qu'il y a des zones où le taux est faible, il y a d'autres écoles, il y a d'autres zones où on a des écoles sans élèves. Parce que c'est fait à l'initiative des ressortissants, c'est fait à l'initiative d'un projet, une entreprise offre à la communauté, sans voir est-ce que le besoin en termes réels, techniques existe. Donc on a des écoles qui n'ont pas d'élèves, qui n'ont pas suffisamment d'élèves, à l'intérieur, surtout dans les zones reculées. On a des écoles qui ont des élèves, mais pas suffisamment d'enseignants, dans les zones reculées. Donc tout ça pour dire que l'État se bat pour inciter les gens à aller à l'intérieur du pays. Mais il y a un schéma qui est dans la tête de tout le monde, c'est qu'on n'a aucune chance de s'en sortir. De réussir à l'intérieur. À l'intérieur. Donc il faut être à Conakry. Alors que la Guinée ne se résume pas seulement à Conakry. Mais si je vous dis qu'un instituteur en zone éloignée en Guinée peut toucher jusqu'à 9 millions de francs guinéens de salaire. Par mois. Par mois. Ouais. Prime d'éloignement, de logement, de transport. Ouais. Mais ceux qui préfèrent rester ici sont à 2 millions, 2 millions 100, 2 millions 300, 2 millions 400, mais ils préfèrent être là. Donc il y a un autre mécanisme qu'il faut comprendre. Justement, la différence elle est grande. Alors, oui, mais l'État doit les contraindre à y aller parce qu'on a besoin d'eux dans ces zones-là. Il faudrait bien que le ministère mette les moyens qu'il faut, les moyens de pression, je veux dire, pour les contraindre à aller dans les zones où le besoin se fait sentir. Oui, mais vous savez, le besoin, il est partout.
Le besoin à Conakry, il y a le besoin. À Kindia, il y a le besoin. À Yukunkun, il y a le besoin. Après, il y a la liberté des individus aussi. Ils ont le droit de demander une réaffectation après un certain nombre d'années. Ils ont le droit de regroupement des conjoints. Il y a tout on ne peut pas être injuste aussi dedans. Par contre, si nous réussissons à mettre le dispositif de sortie d'ENI et d'ISEG en place, on pourra légitimement envoyer tous les nouveaux diplômés dans les zones les plus reculées pour qu'ils y fassent leur classe et qu'au fil de leur carrière, ils puissent se rapprocher des grands centres. Okay. C'est en tout cas le schéma que l'on essaye de mettre en place. Monsieur le ministre, on parle de formation, d'accord, on parle de recrutement des enseignants contractuels, ok, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler, c'est vrai, vous avez retracé un peu ce manque d'équité dans la répartition des infrastructures scolaires à l'intérieur du pays, à Conakry notamment. Mais est-ce qu'on peut encore parler d'école en gare aujourd'hui? Parce que nous avons connu quand même les 2 ou 3 dernières années que nous avons derrière nous. On nous présentait des élèves qui étaient même assis par le sol, qui apprenaient. Cette situation quand même était une mauvaise image pour le secteur de l'éducation de notre pays. Oui, c'était une mauvaise image, mais on a eu le courage de la montrer, cette image. Et maintenant, il y a un combat pour changer tout ça. Vous savez, il est difficile de faire une école avec les derniers standards reconnus voilà, dans une zone. Ce qui est important, c'est que les jeunes s'asseyent en sécurité et aient un adulte qui a un minimum de compétences pour initier la formation. Vous savez, il y a eu ce qu'on appelait des écoles de brousse qui ont existé ici dans la zone de Koundara, de Gawal et tout ça, où c'était des écoles avec toit de chaume, avec un sol... fait en bois. Non, en terre battue, où les enfants étaient proprement assis et pouvaient suivre un cours. Ce n'est pas l'idéal. Mais quand vous parlez d'école en gare, c'est encore vous, certainement les journalistes qui avez trouvé ce nom d'école en gare. Nous n'estimons pas que ce soit des écoles en gare. Par contre, il y a des écoles où, moi je dirais que la sécurité des enfants même est en jeu à cause de la vétusté. Justement. De ces... Mais un effort est en train de faire, surtout par rapport à cette rentrée scolaire. Vous allez le voir, on essaye de mobiliser des ressources pour sécuriser toutes ces écoles, pour que les enfants, on oublie souvent cela, on est là pour les enseigner, mais on est là aussi pour les sécuriser. On est là aussi pour s'assurer qu'ils auront un épanouissement, un développement harmonieux et cohérent. D'accord. Voilà. Alors, ces problèmes que nous sommes en train d'évoquer ont poussé certains à prendre l'initiative des Guinéens à créer des écoles. Au début, ces écoles privées étaient très saluées par la qualité de la formation, par la qualité de l'accueil, la sécurité dont vous parlez des enfants dans ces écoles. Mais depuis un bon moment, là également, il y a un problème. Il y en a qui considèrent que les écoles privées constituent en soi un problème. Un élève échoue dans une école privée A, il n'a pas la moyenne de passer en 11e année ou au collège, et l'école privée B l'accueille. Pour vous, est-ce que les écoles privées sont une solution ou finalement c'est un autre problème qui est créé? Bon, vous voulez mettre les écoles privées dans un même panier. Moi, je ne veux pas les mettre dans un même panier. Voilà. Je peux pas les... Donc, l'école privée... La quasi-totalité. Je dirais que la quasi-totalité essaye, de bien faire le travail. Oui. La majorité essaye de bien faire le travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est lié au domaine même de l'enseignement, à l'image même que la population, que les personnes ont de l'enseignement. Au regard des premières écoles privées qui ont été créées et qui ont bien marché parce que ouvertes par des enseignants, gérées par des enseignants, ces écoles marchant bien et le système de l'enseignement public étant toujours en constante dégringolade et par manque d'infrastructures, les familles se sont trouvées obligées d'aller vers les écoles privées, surtout à Conakry d'abord. Et du coup, il y a quand même des petits malins qui se sont rendus compte qu'il y a possibilité d'avoir des gens qui vont payer de l'argent pour être truc, avec une autre logique qui n'est plus la logique enseignante, qui est une logique commerçante, où l'objectif c'est d'avoir des élèves à l'entrée, en grand nombre, tant qu'on peut, et de garder ce grand nombre jusqu'à la fin. Bon. Mais il nous revient à nous, ministère, de contrôler et de nous assurer que ce qui se passe dans ces écoles répond aux normes. Mais l'école, aujourd'hui, dans cet esprit, dans cet espace-là,
a rejoint les cliniques, a rejoint l'administration, avec chacun essaie. Tout se privatise. Voilà, et chacun essaie surtout de grappiller le maximum au détriment des enfants. Sauf que l'enseignement, ce n'est pas du commerce, ce n'est pas des pneus qu'il y a dans les classes, c'est des personnes. Et donc, il est important que, d'abord, ces entrepreneurs du système éducatif, qu'ils en prennent conscience. Il n'est pas interdit d'entreprendre dans le système scolaire, dans l'éducation, mais il faut après confier la gestion à des professionnels. Et c'est ce qui manque de plus en plus. Monsieur le ministre, qu'en est-il, par exemple, de la question d'harmonisation des frais de scolarité dans ces écoles privées? Parce que vous allez trouver, même à Conakry, l'école A n'est pas payée au même prix que l'école B ou C, alors qu'ils ont le même type d'enseignement. Nous sommes dans un même pays. Nous sommes dans un même pays, nous utilisons les mêmes types de monnaie, voilà, et autres qui nous sont communs. Alors, quelle est cette différenciation que le département n'arrive pas aujourd'hui à gérer jusqu'à date, qui fatigue quand même les parents d'élèves? Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, la Guinée est un pays de libre marché? Justement, mais... Non. Je ne veux pas faire l'amalgame, mais quand vous allez pour acheter vos vêtements dans telle ou telle boutique, on n'exige pas que toutes les boutiques, c'est toujours des habits, hein, mais on n'exige pas qu'il y ait le même prix. Mais peu importe, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir une chose, l'État est garant du respect des normes. Justement. Et nulle part dans les normes, pour le moment, il n'est fixé une scolarité. D'accord. Comprenez, il n'y a pas une scolarité et ce ne serait pas normal qu'on fixe une scolarité. D'abord parce que, comme vous le dites, ce n'est pas la même école. Les écoles ont différents investissements, différentes qualités, ont des charges différentes. Faut pas l'oublier. Et donc, fixe une scolarité. Mais de l'autre côté, le parent, il est responsable de la scolarité de son enfant. Il a la possibilité de dire, je ne paye pas ça, je paye ici, je vais là ou je ne vais pas là. Aucun parent n'est obligé d'aller vers une école. Comprenez? Si vous venez vers une école parce que vous estimez qu'elle est bonne et que le coût que vous payez correspond à la qualité du service qui vous est rendu, c'est votre droit. D'accord. Voilà, c'est votre droit. C'est pourquoi l'État quand même devrait se bouger dans ce sens en construisant par exemple beaucoup d'écoles. Exactement, justement, parce qu'il y a, monsieur le ministre, dans certains quartiers, même de Conakry, qui n'ont pas d'école publique. Mais on se bat pour cela. Rien que dans la zone du Grand de Conakry, ville, là, nous avons besoin de lycées. Le déficit est grand. Le déficit est énorme. Mais au-delà de ce déficit, la qualité de l'enseignement aussi pose problème. Alors que les enseignants qui sont peut-être au privé aussi viennent de ces écoles publiques. Donc il faut un peu plus de rigueur dans le public. D'accord. Il faut plus de rigueur. Alors ce que vous dites là, c'est la seule manière, plutôt que de vouloir taper sur les écoles privées, de vouloir les fermer, de vouloir imposer ceci. Non, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement public. D'accord. C'est la seule. Personne ne va payer de l'argent s'il sait qu'au public où c'est gratuit, la formation est bonne, l'éducation est bonne. Et c'est ça cela que nous c'est l'idéal recherché. Voilà. Et cet idéal, on peut l'atteindre parce que aucun de ces opérateurs n'a plus de ressources que l'État pour mettre en place des dispositifs. Regardez les concessions scolaires à Conakry. Les meilleures concessions, je veux dire l'espace, c'est l'État. Vous voyez, une école primaire, elle est grande, ombragée, avec des arbres. C'est l'idéal pour former des enfants. D'accord. Mais bon. Et il faut qu'on travaille là-dessus. Bien sûr. On doit travailler là-dessus parce qu'il y a un autre aspect du système éducatif ces dernières années, c'est bien la question de la fraude, monsieur le ministre. On constate la fraude pas simplement aux examens nationaux, mais même dans les classes intermédiaires, on constate que la fraude a été érigée en système d'évaluation. Oui, ça, malheureusement. Mais bon, à l'école, ça s'appelle fraude, ailleurs, ça s'appelle corruption, à l'autre, ça s'appelle détournement, tout ce que l'on veut. Vous voulez dire que ce n'est pas simplement au système dans l'éducation, on fait ça? Je veux dire que c'est un état d'esprit de gagner facilement qui s'est imposé à tout le monde. Quand je vous dis que parfois, parfois même les écoles participent à cette fraude. Est-ce que vous savez que cette année, par exemple, si je devais faire des pourcentages sur les actions des personnes pour tout ce qui a été montré comme fraude, 70% sont l'œuvre des encadreurs
et des responsables du système éducatif, oui. Ouais. Du système éducatif, c'est-à-dire autant les fonctionnaires que ainsi de suite. Les élèves, peut-être 20-25% de fraude classique. Venir avec un bout de papier qu'ils essaient de lire en classe, se parler. 20%. Ou faire des substitutions. Même ça, les substitutions, tout ça, aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment besoin de ça. Ouais. Il y a, vous savez, quand comme on dit, quand c'est le juge qui lui-même qui participe au truc, ça devient difficile. Oui, et c'est une question de personne, d'individu. C'est pas du tout le système. Le système est bien fait pour que tout le monde fasse son travail, mais la fraude... Qu'en est-il de la situation des fraudeurs quand même qui étaient interpellés à un moment, médiatisés et voilà, bon, disons qu'il y a eu qu'un seul cas de fraude que nous avons pu établir et suivre. Encore là, il n'y avait aucun élève en cause. Aucun élève en cause. Que des enseignants et des responsables. Aucun. Oui. Moi, je reviens sur la question de la fraude. Quand vous dites que c'est un système qui est là, ça veut dire que c'est difficile à combattre? Très difficile à combattre. Ça ne peut se combattre que par l'adhésion d'un certain nombre de personnes à vouloir changer cette situation. Et cela, il faut des sanctions, monsieur le ministre. Ah ben voilà, exactement, il faut des sanctions. Et il y aura des sanctions. Il y aura chaque fois, vous savez, il faut établir les choses. Il faut être juste aussi. Si on veut le faire par conviction personnelle comme ça, on sanctionne. Mais lorsque c'est établi, on peut sanctionner. Par exemple, il y a, dans une des régions, à Dalaba notamment, il y a eu un jugement qui a reconnu certains clairement responsables. Et ceux-là, évidemment, seront sanctionnés. Il y a eu ici, à Conakry, des arrestations pour la cybercriminalité, parce que moi, je n'appelle pas ça des fraudeurs. Je fais la différence, moi. Qui ont créé des groupes WhatsApp. Qui créent des groupes WhatsApp et qui récoltent de l'argent avant. Eux, leur objectif, ce n'est pas la réussite de l'élève, c'est la quantité d'argent qu'ils vont collecter. Le gain amassé. Voilà, donc ils vont corrompre tout le monde, les enseignants, les surveillants, la sécurité qui est au centre, tout le monde, pour atteindre leurs objectifs. Vous voulez dire quand même que les maillons sur la chaîne sont nombreux? Ah, très très nombreux. Très nombreux et difficiles à combattre. Et comme l'a dit M. Yombouno, ce n'est que par la sanction juste que cela peut avancer. Et puis par une prise de conscience aussi, de la part, pas des élèves. Les élèves, c'est des enfants, mais les parents d'élèves. Surtout les responsables d'élèves, privés comme publics. Ok, justement. Alors, oui, allez-y. David, si tu me permets, comme M. le ministre parle de fraude, nous sommes encore dans le cadre des examens. M. le ministre, des Guinéens comme moi, certainement, n'ont pas connu cette façon de partiellement diffuser ou publier des résultats. Les résultats, il y a eu beaucoup de l'examen d'entrée en 7e année, en 2 temps. Oui, justement, le ministre, certains même ont dit que le ministre s'est vu un peu isolé un moment. Il a quand même reçu le soutien du gouvernement guinéen à travers le Premier ministre Amadou Ouriba. Dites-nous un peu. Non, le ministre ne s'est jamais senti isolé. Il a toujours bénéficié d'abord du soutien du gouvernement, sans faille, mais aussi de tous les professionnels du système éducatif. Tout le monde comprenait bien. Bon, le profane qui est dans le quartier, lui il ne comprend pas c'est quoi. Donc dire qu'il y a eu une proclamation partielle, ce n'est pas totalement vrai. Elle n'est pas partielle. Vous savez, si on était dans un dispositif de confiance, chaque préfecture aurait pu publier ses résultats quand elle a fini son évaluation. C'est des évaluations qui se font par préfecture. Elle n'est pas faite sur le plan national. C'est simplement pour les questions, justement, et ça s'est confirmé, de contrôle, que l'on met tout ensemble pour s'assurer que c'est bien fait. Et puisqu'on s'est assuré que tout le monde a fini, tout le monde a contrôlé, on zone en même temps. Mais ce n'est pas une obligation, c'est comme le brevet. Le brevet, il est régional. On peut le donner, une région a fini, elle peut publier ses résultats, elle a fini. C'est ce que vous allez pélierer alors, partiel? Bon, partiel, le bac, si par exemple au bac j'avais dit, bon, je donne, pour le moment je vais donner 20% des résultats du bac, oui, ça serait partiel, parce que le bac il est national. C'est-à-dire que le premier au bac, il est le premier de tout le monde. De la République. Bon, il n'y a pas de premier de la République à l'entrée en 7e, il n'y a pas de premier de la République au BEPC. Oui. Il faut que les gens comprennent bien ça. Ce n'est pas une publication partielle, c'est que, à juste raison, nous avons eu des doutes
sur des résultats et nous avons contrôlé et ça s'est prouvé. C'est prouvé que l'écart était énorme. Ça a quand même créé des traumatismes sur certains candidats, David. L'écart était énorme. On revient à la question de la fraude. La surnotation qui a été faite. Ceux qui ont été à la base, parce qu'il y a des gens qui ont corrigé des copies. Voilà, c'est ça. Les auteurs, vous en faites quoi? Mais ils vont être sanctionnés. Il y aura une sanction administrative. Administrative, ok. Administrative, non. Vous savez, c'est quand même l'administration. C'est-à-dire que ceux qui ont surveillé. Bon, d'abord, ce n'est même pas dans les classes qu'il y a eu la fraude, c'est après, au moment de la correction. Donc, tous ceux qui ont corrigé, tout le dispositif administratif qui est la gendarmerie, la police, les cadres, tout ceci, tous les enseignants, tous les cadres de la DCE qui constituent le jury, parce qu'il faut le savoir aussi, chaque préfecture a un jury de supervision qui doit proclamer les résultats. Si vous voulez sanctionner tout ceci, j'aurais du mal à avoir des gens des cadres désormais à disposition. Donc ce sont les responsables, ceux qui sont responsables, qui ont été laxistes, qui n'ont pas voulu voir les choses en face et dire c'est pas normal. Ce que nous avons fait quand c'est arrivé à notre niveau, on s'est dit il faut qu'on vérifie. Sinon on était heureux de voir de très bons résultats. Je ne peux pas avoir un plaisir plus grand que de voir que tout le monde passe, mais je veux m'assurer que tout le monde passe. Alors, David, si tu me permets aussi encore, on a parlé au début des examens nationaux d'un concept qu'on appelle dédramatisation des examens nationaux. Voilà, monsieur le ministre. Fameux concept, ce n'est pas un concept, c'est un mot courant. Ok, alors qui a quand même créé beaucoup de tollé dans la cité. Voilà. Vous savez, moi, je suis d'abord enseignant. Je suis enseignant, je suis aussi chef d'établissement. J'ai mesuré combien de fois on créait de l'angoisse chez les enfants. Vous parlez tout à l'heure, pour le report des résultats de traumatisme pour les petits. Que cela a créé sur les candidats. Vous vous intéressez aux aspects émotionnels un peu de la formation. C'est vrai, ça peut traumatiser, mais globalement, aujourd'hui, nous organisons les examens dans un climat général de suspicion, dans un climat presque d'agressivité vis-à-vis des élèves. En fin d'année scolaire, au moment de faire les examens, les enseignants, les cadres de l'éducation deviennent comme des ennemis des élèves, a priori. On a même vu des années où certains surveillants ou des professeurs ont été agressés à l'issue de... La dame de Sigirim, par exemple. Mais partout, si vous rencontrez les enseignants, même cette année, avant l'examen, ici, les élèves ont agressé des enseignants qui ont voulu faire correctement leur travail. Hein? Mais en fait, ça, c'est un ensemble de... Mais c'était un choix. C'était un choix qui avait été fait pour un peu essayer de diminuer la fraude. C'est cette méthode qui a été choisie. Moi, je suis, disons, pour une autre méthode. Et c'est pourquoi j'ai dit, et je ne l'ai pas dit demain, ce n'est pas un concept en disant dédramatiser, c'est comme si je disais chanter, c'est la même chose. Dédramatiser, ça veut dire enlever la dramatisation, c'est-à-dire la mise en scène selon un phénomène qui amène... Ce côté un peu influent. Ce n'est qu'un examen. Je voulais que les gens comprennent qu'un examen, il est naturel. On arrive à l'examen, ceux qui ont bien travaillé réussissent. Le but n'est pas de faire échouer. Une évaluation comme les autres que nous avons. Revenons un peu par rapport à ces examens nationaux. L'entrée en 7e année, beaucoup d'observateurs disent aujourd'hui, quelle est la raison d'organiser cet examen-là? Il est budgétivore, ça demande beaucoup d'argent, parce que ça a beaucoup de centres dans les régions, donc beaucoup de surveillants, beaucoup de correcteurs, beaucoup d'argent. Mais au finish, le diplôme que l'enfant décroche, pratiquement, ça ne sert pas à grand-chose, monsieur le ministre. Est-ce qu'on va continuer à organiser cet examen d'entrée en 7e année qui, il faut le dire, bloque aussi certains enfants dans leur ascension vers le secondaire? Parce qu'aujourd'hui, même sur les CV, on ne retrouve pas le plus souvent personne ne mentionne le diplôme du CE. Examen d'entrée en 7e année. Quelle est la nécessité de l'organiser, cet examen? C'est simplement une habitude historique. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, on continue. Il faut savoir, vous savez,
c'est pourquoi je dis l'enseignement, c'est un métier aussi. Il faut savoir pourquoi il y avait l'entrée. Vous pouvez proposer son annulation, par exemple. Oui, mais c'est facile comme ça. On pourrait dire, bon, et puis on annule aussi le baccalauréat. Non, pas le baccalauréat. Le baccalauréat, ça envoie à l'enseignement supérieur. Oui, mais c'est comme l'entrée en 7e, ça t'envoie au collège. Oui, mais la question, je suis d'accord avec vous, mais il faut, pour justifier ce que vous dites là, il faut d'abord savoir pourquoi on ne doit pas l'organiser. Pourquoi il y avait l'examen d'entrée en 7e. C'était effectivement un diplôme qui te donnait accès à un niveau dans l'administration. Okay. Vous comprenez? À l'époque? À l'époque. Au temps colonial, jusqu'au... C'est-à-dire que quelqu'un qui entrait à l'école à 7 ans et sortait à 14 ans, il n'y avait pas encore les droits de l'enfant pour interdire le travail avant 16 ans. Il pouvait aller comme commis dans l'administration au niveau le plus truc et évoluer. Donc il y avait une raison de le faire. Parce qu'ils pouvaient quand même lire et écrire. Et ils avaient un certain âge, 14 ans, et c'était mature. Aujourd'hui, on arrive à 11 ans au truc, c'est vrai que vous ne pouvez rien faire. Et le diplôme d'entrée en 7e ne te donne droit à rien dans l'administration publique. Justement. Donc, on peut l'enlever. Ça reste un filtre de qualité, si on avait les moyens ou tout, mais effectivement, c'est budgétivore. Oui. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour aller vers la suppression de cet examen. Okay. Par exemple, déjà, dans le programme général que nous avons pour les 10 années pour le système éducatif que l'on appelle le PRODEG, il est prévu d'avoir ce qu'on va appeler l'enseignement fondamental, mais n'a pas l'enseignement primaire. C'est-à-dire qu'il partirait de la première année à la 10e année. Ce n'est qu'à partir de la 10e année que l'enfant avait d'abord la possibilité de ne plus continuer à l'école et l'enseignement serait obligatoire jusque-là. Donc c'est quand même un travail qui est en train d'être fait avec tous nos partenaires et avec les cadres du ministère. L'autre question, c'est le contenu des programmes enseignés. On remarque que depuis pratiquement plus de 15, 20, 30 ans, c'est le même programme qui est enseigné. Non, pas 20 ans. Non, monsieur le ministre, moi j'ai fini les études il y a plus de 20 ans. Dans les classes des terminales, le programme commencé, c'est celui-là qui passe. C'est qui continue. Bon, ben... On va vérifier ça, mais c'est... Non, il y a beaucoup de... Il n'y a pas de ce qu'on appelle... C'est pas de vérification, certaines matières quand même persistent encore. L'INRAP est là pour ça, elle fait du toilettage sur les programmes. On ne l'a pas vu pour le moment, parce que le programme d'économie qu'on m'a enseigné dans les classes des terminales, en sciences sociales, c'est le même programme que je vois avec les élèves. D'accord. Le même programme qu'on m'a enseigné en littérature, c'est le même programme que je vois avec les élèves. Est-ce que des efforts sont quand même aujourd'hui... Il faut quand même que ça change. Ça rend les professeurs paresseux. On parlait de la formation. Oui, il faut que ça change. Et c'est en train de changer. C'est en train de changer. Qu'est-ce qui est en train de changer? Les programmes. Il y a un gros travail qui est en train d'être fait sur le COC, qui est un programme d'orientation de reprise totale des programmes, de la première à la terminale. Donc on est en phase finale. Ça va être mis en expérimentation dans des écoles pour voir ce que ça donne. Il faut former les enseignants, il faut produire les manuels adaptés à ce nouveau programme. Mais nous sommes accompagnés avec nos partenaires techniques et financiers pour réussir cela. Et je pense que 2025, en tout cas au moins pour le primaire, parce qu'on va le faire par à-coup, même si tout est prêt, parce que c'est un coût. On va commencer par le primaire, on va avancer. Mais encore une fois, je dis, une chose est de changer les programmes, mais il ne faut pas changer les programmes pour les changer. Je prends le cas du primaire. Au primaire, les fondamentaux à enseigner restent les mêmes. Ils doivent apprendre à lire, à écrire et à compter. C'est aussi basique que ça. Aujourd'hui, il y a une obligation de les familiariser au numérique dès le primaire. Aujourd'hui, il y a une nécessité d'introduire des notions en anglais pour que les enfants soient compétitifs plus tard. Mais pas comme un programme. Non, pas un changement radical. Voilà. Donc, il y a des choses à faire, je pense. Mais l'essentiel pour nous, c'est que les élèves arrivent au CM2 en ayant maîtrisé sa grammaire, en ayant maîtrisé la lecture, pour qu'ils comprennent ce qu'ils lisent et en ayant maîtrisé les opérations de base. Justement. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes quand même à quelques mois de l'ouverture des classes parce que le maintien souvent des élèves dans les classes et dans les cours des écoles, c'est pour leur sécurité et notamment celle alimentaire où l'État guinéen vient d'être accompagné par le programme alimentaire mondial, un don du peuple et du gouvernement japonais pour que ces élèves, surtout se trouvant dans les zones les plus reculées, puissent quand même avoir des repas chauds pendant l'année scolaire.
Oui, exactement. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est effectivement la rentrée scolaire qui arrive. Pour rejoindre un peu votre préoccupation, l'enseignement fondamental, l'enseignement primaire est vraiment ma priorité. Ah bon. Ma priorité. C'est là la base. Hein. Oui, c'est la base. C'est que s'ils ne savent pas lire, on n'ira pas très loin. Non. C'est important qu'au sortir du collège, ils puissent lire. Donc, c'est pourquoi la question des cantines est une question fondamentale. Et quel est le critère qui prévaut au choix des écoles à cantine, des écoles non cantines? Bon, on dit souvent que c'est la pauvreté. Je n'aime pas trop le mot pauvreté parce que j'estime... Les zones reculées. Non, c'est pour les... Oui, mais c'est le terme consacré. Oui, oui, c'est le terme consacré, mais c'est les poches de pauvreté. On estime qu'il y a des régions et des régions reculées, loin de tous les centres commerciaux et qui ont des difficultés. Okay. Okay. Mais ce qu'il faut retenir, ce qu'on veut, c'est surtout retenir les enfants à l'école. Ce n'est pas qu'ils ont faim. Ils auraient pu aller avec leurs parents au champ et manger. Ce n'est pas ça. Mais c'est qu'on ne peut pas les laisser au village pour aller à l'école et que la famille aille au champ. Ils ne pourront pas. Donc le mieux... Donc le mieux, il faut qu'il y ait une cantine. Et ces cantines sont bien réfléchies. Le PAM, assez bien réfléchi, l'UNESCO, tout le monde, nous-mêmes. C'est que ce n'est pas des produits importés qu'on donne aux enfants. Non, on apporte du matériel et ce sont les femmes du village qui achètent les condiments sur place et qui préparent pour les enfants. Donc ils n'ont pas une alimentation bouleversée. Okay. Voilà. Mais le but, c'est de faire qu'ils soient à l'école, qu'ils restent à l'école, plutôt qu'aller au champ pour aider les parents et autre chose. Et les parents seront aussi plus enclins à laisser les enfants aller à l'école s'ils savent que non seulement ils vont manger, mais ils seront aussi en sécurité. En sécurité. Voilà. Hein, je veux qu'on comprenne bien ça, que cette volonté d'aider par la cantine, ce n'est pas de la mendicité, c'est un besoin, c'est une nécessité. Et ce n'est pas une réalité quand même propre à la Guinée seulement. Ah non, il y a non, pays mais tous les pays qui ont justement installé des systèmes de cantines efficaces ont pu s'en sortir. Justement. À la longue, elles disparaissent, ces cantines, parce que bon, les gens ont le développement est venu, ça a donné plus de ressources, les zones sont accessibles. Justement. Non, c'est un passage. C'est un passage. Si on le réussit, si on met le nécessaire, on va le faire. Okay. Et sachez qu'actuellement, l'État est en train de mettre en place ces moyens. Au-delà, je profite pour remercier le gouvernement japonais pour ce don qui nous enlève une épine du pied. Parce qu'on ouvrait, c'est vrai, on ouvrait les écoles avec beaucoup de difficultés. Justement. Mais là, au moins, on a de quoi souffler. Et il y a aussi la Russie qui, aussi, pour à peu près les mêmes valeurs, va assister PAM et pour les personnes vulnérables et pour les élèves. Donc, nos partenaires accompagnent. Mais le gouvernement aussi est en train de prendre des mesures fortes. Fait de son mieux. Oui, non, mais on est là-dessus, là, actuellement. On est en train de quantifier de mesures fortes pour aider un peu ces cantines et permettre ainsi plus la rétention des élèves. Peut-être l'avant-dernière question avant de clôturer. Antérieurement, on a vu à chaque fois que les examens nationaux arrivent, on voit que la presse est là pour accompagner le département, la presse publique et privée. Cette fois-ci, exceptionnellement, M. Jean-Paul Seydi a décidé qu'il n'y a pas un grand battage médiatique autour des examens nationaux. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'estime que les examens, ce n'est pas un spectacle. Non, ce n'est pas un spectacle, on fait de la médiatisation. Oui, la médiatisation, elle a été faite. À chaque fois qu'un examen... C'était très restreint. Est-ce que pour des questions finances? Non, non, alors là, pas du tout. Vous savez, on a décidé de dédramatiser. On a décidé de faire en sorte que ce soit quelque chose de normal. Le ministre a pensé certainement que les caméras influencent dans les salles. Vous savez, si, ça influence. Les caméras de journalistes, pas des caméras de surveillance. Non, même pas dans les classes. Les caméras déjà dans la cité, pour dire on parle des examens, ça surexcite les personnes. Okay. Les gens commencent à parler. Mais allez sur la toile, regardez, tout le monde est spécialiste de l'éducation. On insulte tel, on crie tel, on parle de tel, on donne des avis sur tel et tel, on n'a pas les éléments. Parce que, pourquoi? C'est parce qu'ils ont le média. C'est le média qui les excite à parler. Vous comprenez? Donc c'était la même chose. Si on avait fait une médiatisation à outrance pour montrer X ou Y, même moi, acteur, j'allais commencer à vouloir tout dire, tout faire, ainsi de suite, alors que l'essentiel, c'est de laisser les enfants tranquillement faire leurs examens. Voilà pourquoi il n'y a pas, ça n'avait aucune, et ça j'insiste là-dessus, aucune incidence financière. Et d'ailleurs,
et ça j'estime que ça a été une grosse aide pour moi, l'État n'a pas hésité à mettre les moyens à disposition pour les examens. Ok. Dieu merci. Je n'ai eu aucune angoisse par rapport à ça. Ok. Au fil de l'organisation, dès que c'était... Parce que vous savez, le plus gros poste aux examens, c'est les primes à payer aux enseignants. Ça crie souvent autour. Donc si vous n'avez pas cet argent, vous n'osez même pas lancer les examens parce que ça va être compliqué. Oui. Mais l'État a pris toutes les dispositions, a mis les ressources. C'est pourquoi je n'avais pas tellement le droit d'échouer dans cette mise en place, parce que je n'ai pas eu de blocage côté État. Et j'en remercie et le Premier ministre et le Président de la République pour cette confiance-là. Vous n'aviez pas le droit d'échouer? Non, vous avez échoué? Non, je n'avais pas le droit d'échouer, justement. Je n'ai pas échoué. Alors, je pensais qu'avec la surnotation, ça a été un aspect... vous savez, est-ce que vous vous êtes senti concerné? Non, pas concerné, trahi. Non, déçu. En fait, je m'y attendais. Hein, ah bon? Parce que ce n'est pas cette année qu'il y a eu ce phénomène. Ce type de problème. C'est récurrent. Non, mais si vous vous attendiez, vous auriez dû prendre des mesures. Non, mais vous ne pouvez... je vais prendre des mesures, je ne peux pas me démultiplier. Vous avez quand même des représentations. Je vous assure. Vous mettez un DPE, un DCE, en qui vous avez confiance, et puis ça change tout. Oui, mais j'ai confiance en tout le monde, c'est ce que j'ai fait. Vous avez confiance en tout le monde, vous avez été trahi. Ah oui, c'est pourquoi je dis déçu. Ok. Vous savez que pour moi, un cadre de l'éducation, un DPE ou un DCE ou un directeur national, je ne peux pas imaginer un seul instant ce niveau de compromission. Ouais. Mais en même temps, j'ai envie de vérifier. Puisque je sais, à la base, je suis du système, je sais à la base, bon, il y a ce à quoi je m'attends, il y a ce à quoi je ne m'attends pas. Alors. Donc quand ce qu'on me donne ne correspond pas aux faits, je vérifie un peu plus. Je vérifie un peu plus. C'est ça. Et c'est ce que je demande à tous les responsables, de vérifier. Ok. Nous sommes dans la période des vacances. Et il y aura bientôt l'ouverture. Il y a des mois encore qui restent à passer en vacances. Vous allez regarder cette caméra, vous allez vous adresser aux différents acteurs pour que les années à venir, pour que ça change, pour ne pas que vous soyez déçus encore. Et aux apprenants également. Aux apprenants, à tous les acteurs, je dis bien, pour qu'on puisse relever ensemble le niveau du système éducatif. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Aux acteurs, vous allez vous adresser, monsieur le ministre, en regardant cette caméra. Alors, je voudrais m'adresser essentiellement aux enseignants. D'accord. Aux enseignants en activité, aux enseignants dans l'administration. Il est plus qu'urgent que nous soyons conscients que notre implication personnelle, du point de vue éthique, est importante pour commencer à voir un début d'amélioration de notre système éducatif. Aucune décision astreignante ou contraignante ne peut être prise vis-à-vis de personnes qui n'ont pas conscience de leurs responsabilités. Donc je souhaite que les enseignants comprennent très bien que leur responsabilité, ce n'est pas, la même responsabilité que beaucoup d'autres acteurs de la société. Ils ont la clé de l'épanouissement d'êtres humains à bas âge. Il faut comprendre cela pour accepter d'être enseignant. Si vous estimez que cette contrainte ne vous convient pas, comme je l'ai dit pour les parents qui ont la liberté de choisir leur école, nous avons nous aussi la liberté de choisir notre métier. Mais quand vous acceptez d'être enseignant, il est important qu'il y ait des attitudes que vous admettiez que vous ne devez pas les avoir, parce que sinon vous sabordez tout le système. Je voudrais aussi dire aux parents d'élèves qu'ils doivent avoir la force, le courage de dénoncer les abus quand ils sont dans des écoles et qu'ils constatent que les choses se passent mal. Qu'ils prennent le temps, quand je vois des parents qui me disent, après 6 ans de scolarité excellente, qui se rendent compte que leur enfant ne connaît rien, je ne comprends pas. Surtout sur la zone de Conakry où les parents sont pour la plupart lettrés eux-mêmes. Il faut qu'ils aient le courage, lorsque ça ne va pas, de dire ça ne va pas. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas contre... À qui ils doivent le dire? À l'école. À l'école. Ils ont inscrit leur enfant dans une école.
Ils constatent que les latrines sont complètement dégueulasses. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Le plus souvent, les écoles rejettent aussi la responsabilité sur les parents en disant que vous ne faites rien à la maison avec vos enfants. Non, ce n'est pas leur rôle de faire des choses. Encore une fois, je dis toujours, le rôle des enseignants, c'est on vous amène les enfants à l'école, c'est pour que vous les preniez d'un point A à un point B. Oui. Vous devez, si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas, vous devez dire aux parents, non, 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 avec lui, on ne s'en sort pas. Si vous le gardez, je ne dis pas qu'il faut qu'il réussisse, qu'il soit brillant, mais il faut qu'il apprenne quelque chose. D'accord. Vous devez assumer. Voilà, les parents ont un rôle, c'est vrai. Les parents ont un rôle, ils doivent accompagner. La société, l'éducation, le ministère, tout le monde a un rôle. Mais le rôle principal revient au système éducatif. Nous, dirigeants, et ceux qui sont opératifs dans ce domaine, les enseignants. Les enseignants, c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi je veux que ce point de la situation enseignante, c'est pourquoi c'est à eux que je m'adresse. Parce que c'est eux qui peuvent faire en sorte de changer tout ce dispositif d'éducation. D'abord par eux-mêmes, en étant fiers de leur métier, en le prouvant, en étant juste avec leurs élèves et en ayant de la compassion pour l'enfant. D'accord. On n'est pas là pour massacrer les enfants, pour faire en sorte de prouver que nous, on connaît telle matière, prof de maths, il est très brillant, personne ne comprend le cours, tellement il est brillant. On a cru tout ça à un moment. Le prof brillant, c'est celui qui fait comprendre à l'élève, ce n'est pas celui qui sait. Donc, je demande aux enseignants vraiment cette revalorisation de notre corps, le respect pour notre corps. Et ensuite, je demande à l'État aussi de s'impliquer un peu plus, de s'impliquer dans l'amélioration de la vie en global. Ce n'est pas uniquement le salaire, mais il y a des choses, pour les fonctionnaires, on vient de lancer l'assistance pour les fonctionnaires, c'est une excellente chose. Oui. Tout le monde va en bénéficier. La CNPS, la Caisse nationale des prévoyance sociale. C'est des actions comme ça que l'on peut faire pour les enseignants, pour faire en sorte que l'enseignant soit stable dans sa tête. Motivé davantage. Qu'il soit stable et qu'il puisse faire. Aujourd'hui, les enseignants, c'est les mieux payés de la fonction publique. Oui. C'est les mieux payés. Je vous dis, un instituteur qui est en zone, il a 6-7 millions. Wow. S'il accepte d'aller en zone voilà. Merci donc, monsieur le ministre, d'être venu dans 1 heure pour convaincre. J'espère que vous avez été convaincant. En tout cas, je laisse le choix aux téléspectateurs de faire. Daouda Tabansila, merci d'être venu. Merci David Yombouno. Merci à vous, monsieur le ministre. Et nous estimons que ce n'est pas une dernière. Ben non, ce sera toujours avec plaisir, surtout quand c'est pour expliquer. Oui. Parce que les gens ne comprennent pas souvent les choses, donc on peut expliquer. Aucun ministère ne peut aller à l'encontre du bien-être des élèves. Aucun ministère de l'enseignement ne peut être contre le bonheur, l'épanouissement des enseignants. Il faut qu'on soit convaincus pour cela. Et je sais que les enseignants, même s'ils ne sont pas convaincus, vont quand même adhérer pour un temps à la démarche. Voilà. Nous estimons qu'ils seront convaincus. Mesdames, Messieurs, ça n'est donc terminé pour ce numéro de 1 heure pour convaincre. Je rappelle que nous avons comme invité M. Jean-Paul Seydi, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Avec lui, nous sommes revenus sur quelques difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans le système éducatif de notre pays, des problèmes liés notamment au recrutement des enseignants. Heureusement que sur cet aspect, l'État a mis de gros moyens pour recruter 10 000 enseignants contractuels. Il y a aussi la question des pléthores, l'inexistence des écoles, la question des formations. Nous sommes revenus sur toutes ces thématiques. Merci de nous avoir suivis. Dieu voulant, on vous retrouve dans un autre numéro de 1 heure pour convaincre sur la télévision nationale. Portez-vous bien et à très vite.